Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. L'histoire est-elle condamnée à se répéter ? Nos conflits actuels ne sont-ils que des échos de nos luttes passées ? Si nous avons oublié les leçons du passé, il semble bien impossible de résoudre les défis du présent. Peut-être que la clé pour comprendre notre avenir se trouve dans des mystérieuses vies antérieures. Alors dans son nouveau roman, mon invité du jour, qui est bien connu des auditeurs Métamorphose, croise les disciplines avec un art du mélange bien à lui, philosophie, histoire, hypnose, spiritualité. Il nous amène à nous questionner sur le monde d'hier via le prisme de nos vies antérieures pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui. Dans La Valse des âmes, publiée aux éditions Albin Michel, il nous propose un délicieux voyage à travers le temps. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui le romancier Bernard Werber. Bonjour Bernard. Bonjour Alexandre. Alors Bernard, tu es un habitué des micros de Métamorphose puisque Anne Guéquier apprécie particulièrement ton œuvre. Mais comme elle sait que je suis moi aussi un fan de tes ouvrages, elle m'a proposé de prendre le relais et j'en suis ravi. Est-ce que tu veux nous présenter ton nouveau roman ou est-ce que tu veux que je le fasse ? Je préférerais que tu le fasses. Alors là, sans hésiter, je peux expliquer pourquoi. Vas-y. Je crois que je suis comme une poule qui a pondu un œuf. Je ne sais pas très bien, c'est-à-dire j'ai fait l'œuf, je sais pourquoi j'ai fait l'œuf, mais le goût de l'œuf, il n'y a que celui qui va le manger qui peut me dire comment il est. Donc je considère qu'à partir du moment où j'ai sorti le livre, il appartient déjà plus aux autres qu'à moi-même. Donc vas-y. Je l'ai mangé cet œuf. C'est drôle que tu prennes le parallèle de l'œuf, car c'est le seul aliment que je n'ai jamais pu manger toute ma vie. Mais en tout cas, ce livre-là, j'ai pu le dévorer. Et de quoi parle-t-il ? Il parle d'une héroïne qui s'appelle Eugénie, qui est en mission pour comprendre les derniers mots prononcés par sa maman Mélissa avant de tomber dans le coma. Mélissa a vu un futur apocalyptique imminent avec une guerre civile manigancée par 5 forces obscures. Et Eugénie apprend alors de son père comment pratiquer l'hypnose régressive et part à la conquête des voyages intérieurs afin de rassembler 5 âmes composant une main de lumière. Elle a 5 jours pour y parvenir et pour cela, elle va devoir trouver son âme sœur. Ça te va ? Oui, j'aurais pas du tout raconté ça comme ça. Mais alors du coup, je vais redonner ma version, je te propose. Vas-y. C'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 120 000 ans. Et vie après vie, Eugénie Toledano et Raphaël Herz se croisent et n'arrivent pas à s'aimer. Et de nos jours, ils se retrouvent. Et la question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à s'aimer ? Mais je sais qu'il y a les 2 angles. C'est-à-dire, il y a l'angle que tu as dit, qui est en fait le début du livre, réellement. Mais il y a l'autre angle qui est en gros, la lutte pour empêcher l'apocalypse. Et le deuxième angle, c'est l'histoire d'amour. Oui, il y a la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Et comment t'es venue l'idée de ce nouveau roman ? On retrouve des personnages qu'on croise dans certains de tes précédents livres, comme La Boîte de Pandore. La Boîte de Pandore et La Prophétie des abeilles. Comment m'est venue l'idée ? Tout simplement, vu que je fais le spectacle VIE, Voyage intérieur expérimental, et que je m'aperçois que ça m'amuse énormément, que ça amuse les gens, je me suis dit, je vais faire encore un livre
parce que donc j'avais déjà fait La boîte de Pandore et La prophétie des abeilles. Je vais faire encore un livre où mon héroïne utilise la méditation régressive dans les vies antérieures pour aller voir ce qui s'est réellement passé dans le passé et qui n'est pas forcément dans les livres d'histoire. Donc j'avais juste comme idée, on va faire, au début je voulais faire une période qui arrive jusqu'à nos jours, mais j'ai vu que le livre commençait à faire 2000-3000 pages, donc je me dis ok, on va s'en tenir à avant Jésus-Christ. Et le premier rendez-vous, c'était 120 000 ans avant Jésus-Christ, donc le moment où les Néandertals ont rencontré les Homo sapiens, ce qui s'est réellement passé. Après, c'était Sumer en 2500. Après, c'était l'Égypte en 1360 avec Akhenaton. Et après, c'était la Grèce en 525, avant Jésus-Christ toujours, avec Pythagore. Et donc, j'avais ces 4 rendez-vous qui, pour moi, étaient vraiment le début du roman énorme que je voulais faire. Et je me suis dit, je vais m'en tenir là, je vais faire mon héroïne, Eugénie Toledano doit empêcher que l'apocalypse arrive, elle doit essayer de sauver sa mère qui elle-même est rongée par un cancer et elle doit comprendre pourquoi ce sont ces expériences du passé qui éclairent le présent et en même temps pourquoi dans ses vies antérieures elle croisait chaque fois son âme sœur et ça ne s'est pas fait. Alors justement, voilà le départ à peu près de la recette de cuisine. Alors justement, donc dans cette recette, il y a cette histoire d'amour qui semble impossible, cette rencontre entre 2 âmes sœurs. Et en te lisant, j'ai découvert l'origine de cette idée d'âme sœur qui remonte à Platon et au IVe siècle. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Oui, c'est dans la mythologie grecque. Donc Platon raconte que jadis les hommes avaient 4 bras, 4 jambes et 2 têtes. Et qu'ils étaient tellement forts, ils couraient tellement vite, ils étaient tellement intelligents, qu'au bout d'un moment, ils se sont crus plus forts que Zeus. Et ils se sont dit, écoutez, on va tous se réunir et on va aller occuper l'Olympe. Et donc Zeus s'est vu attaqué par des hordes d'humains de 4 bras et 4 jambes. Et il s'est dit, comment les arrêter, sachant que quand même c'est mes créatures, j'ai pas envie de les éliminer tous. Donc je vais trouver un truc, je vais les couper en 2. On va avoir des demi-humains. Et les demi-humains, ils auront que 2 bras, 2 jambes et une seule tête. Et vu qu'ils sont, jadis, ils étaient complets avec leurs 2 têtes et leurs 4 bras, ils vont être dans la quête de leur autre moitié permanente. Et c'est ça la pire des conséquences. Voilà. C'est-à-dire la punition des humains qui sont pris pour des dieux, c'est qu'ils ont perdu la moitié d'eux-mêmes. Et on trouve un écho à ce mythe de l'âme sœur dans plusieurs cultures, religions, spiritualités. Qu'est-ce que ça dit de notre condition d'humain ? On se sent incomplet. Quelque part, on a tous le sentiment qu'il y a quelqu'un quelque part et qui nous attend et que dès qu'on trouvera cette personne, notre vie va s'éclairer. Et c'est de là qu'est née la notion abstraite de tomber amoureux. Ça veut dire, déjà tomber, le mot tomber est assez révélateur. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre une expérience très très forte émotionnelle parce que c'est elle et c'est lui et c'est personne d'autre. Et ça révèle que on est tous avec un sentiment d'incomplétude, oui, je crois. Et à quoi sait-on qu'on rencontre notre âme sœur ? Alors, normalement, tel que c'est dit dans le livre, c'est le chakra 4, qui est le chakra du cœur, dans la culture indienne. Le chakra du cœur, quand on est en contact avec son âme sœur, ou avec quelqu'un de sa famille d'âme, mais surtout l'âme sœur, on a une sorte de petite chaleur qui se met là-bas. C'est-à-dire, on a le sentiment que cette personne fait partie de notre famille d'âme, c'est confus, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette personne, d'abord, on se ressource. Il y a des gens qui vous fatiguent, il y a des gens qui vous ressourcent. Les gens de votre famille d'âme vous ressourcent. Les gens qui sont peut-être déjà vos ennemis dans une vie précédente vont vous fatiguer. Et il y a une sorte de compréhension sans parler. Toutes les notions de drague ou de séduction sous-entendent qu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas. Quand on est avec son âme sœur, on n'a plus besoin de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, parce que naturellement, l'autre vous comprend, et il n'y a même plus besoin de parler. C'est une sorte d'évidence. Et est-ce que tu peux préciser la différence dans ces spiritualités entre l'âme sœur et la famille d'âme ? D'accord. Dans mon roman, mon héroïne a une famille d'âmes de 5 personnes, et il s'avère que dans ces 5 personnes, il y a son âme sœur. Mais la famille d'âmes, vous savez, il y a des gens, c'est plus que des amis. Vous savez que
vous avez des choses à faire. Enfin, je sais pas, Alexandre, si tu as déjà ressenti ça, mais tu as l'impression que tu as des choses à faire avec cette personne et tu sais pas pourquoi. Tu vois, là, récemment, je discutais avec Mathias Malzieu du groupe Dionysos, et depuis qu'on s'est rencontrés, c'était une sorte d'évidence. On est comme des frères. Il y a le sentiment qu'on se comprend. Il n'y en a aucun des deux qui snobe l'autre, et quand on se voit, on a envie de rigoler. Voilà, donc je pense que lui, je l'ai déjà connu avant. Mais dans mon livre, il y en a que 5, pour que ça forme une main, et aussi parce que si je mettais trop de personnages, on serait perdu. Donc il y a les 5 de la main de lumière contre les 5 de la main d'ombre. Et je pense que nous avons beaucoup plus de gens qui font partie de notre famille d'âme. Et plus ça va, plus j'ai l'impression que par décantation, les gens vraiment importants restent dans les vies, enfin déjà dans ma vie et dans les vies des autres personnes, et que les gens qui ne participent pas au projet qu'on a de s'élever ensemble, ou que vous gênez ou qui vous gênent, finissent par s'éloigner progressivement. Est-ce qu'il y a forcément un lien amoureux avec une âme sœur ou pas ? Alors, dans la valse des âmes, je tourne autour de ce sujet parce qu'il y a un petit problème avec les âmes sœurs. C'est, imaginons que vous rencontrez votre âme sœur. Ça va être tellement fusionnel, ça va être tellement fort que vous n'allez pas supporter la perte de l'autre. Et je fais notamment référence à un moment. Il y a le René Toledano, il y a sa fille. Tu sais, il y a chez les oiseaux, il y a les inséparables, c'est des sortes de perruches. Et quand il y en a un qui meurt, l'autre meurt de tristesse automatiquement. Et tiens, d'ailleurs, c'est marrant, au moment où je pense à ça, je pense aux Bogdanov. Les Bogdanov doivent être vraiment des âmes sœurs. En tout cas, qu'il y en a un qui est mort, l'autre est mort relativement quelques jours après. Mais on voit aussi souvent ça chez des personnes âgées, où dès que l'un décède, l'autre décède peu de temps après. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à rencontrer son âme sœur ? Et si oui, est-ce qu'on a intérêt à vivre cette expérience à fond, sachant que on n'y survivra pas si l'autre disparaît, par exemple ? Alors, dans un ordre d'idées voisin, est-ce qu'il existe des amours impossibles à revivre dans une vie, même si ils ont été vécus dans des vies antérieures ? Ah, c'est une bonne question. J'allais dire, ça pourrait faire l'objet d'un prochain roman. Je me suis demandé en la préparant si ça t'était déjà arrivé à toi. Alors, quand j'ai fait, moi, ma première régression dans la vie antérieure, j'ai demandé, et j'en parle dans le spectacle VIE, j'ai demandé à rencontrer la vie où j'ai connu ma plus grande histoire d'amour. Et je me suis retrouvé, je vais aller vite, j'en parle dans la boîte de Pandore, en Atlantide. Et là, j'ai rencontré une jeune femme extraordinaire. Et nous avons vécu très longtemps ensemble. Et je dois reconnaître que quand j'ai vécu cette expérience, je me suis dit, waouh, ça va être difficile à égaler quelque chose d'aussi fort dans cette vie-ci. Déjà parce que à l'époque, je spoil un peu la boîte de Pandore, mais les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Donc, vivant beaucoup plus longtemps, enfin, c'est 10 fois plus longtemps, donc ils vivaient 1000 ans. Et beaucoup plus longtemps, ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient pas, et ils pouvaient fusionner de manière différente. Nous, on ne vit que 100 ans au maximum, donc on est... le film s'arrête au moment où il devrait démarrer. Alors que dans mon vécu, ou l'impression que j'ai eue de vivre en Atlantide, j'ai eu l'impression que j'avais eu beaucoup d'aventures, et que quand je me suis mis avec cette personne, je savais vraiment pourquoi, et c'était une évidence. Je crois à cette idée que le vrai amour entre un homme et une femme, c'est une évidence. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de dire des mots, il n'y a pas besoin de dire je t'aime ou des choses comme ça. C'est juste, on se regarde, on se comprend. Voilà. Et c'est quelque chose de l'ordre... C'est drôle de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui écrit 4 heures tous les matins depuis 30 ans. Et pourquoi ? Parce que on pourrait te percevoir comme un amoureux des mots, un passionné des mots, quelqu'un qui s'est fait vœu de chercher toujours la bonne description. Non. Mais là, tu nous dis quelque chose d'indicible dans l'amour. Oui. Dans la rencontre avec l'âme sœur. Puis je crois que ça a été très gâché par tous les gens qui en parlent. Tous ces livres sur l'amour, en fait, donnent des visions antinomiques par moments.
Je dis tout le temps, le mot amour s'applique à l'amour de la patrie qui va pousser des gens à aller faire 14-18 et à foncer au-dessus des barbelés pour se faire tuer. C'est censé être de l'amour. On peut avoir l'amour du fromage aussi. En anglais, au moins, il y a like et love, mais en français, il n'y a qu'un seul mot. Il peut y avoir des amours qui sont juste des formes de névrose et on met un joli mot sur quelque chose qui est négatif. Donc, et puis je crois que la notion d'amour pour les hommes et pour les femmes est très différente. L'une des raisons pour lesquelles les hommes et les femmes ne se comprennent pas, c'est qu'ils utilisent le même mot pour parler d'une émotion qui en fait mériterait d'avoir une dizaine de mots pour expliquer. D'ailleurs, il y a des langues dans lesquelles il y a 3 ou 4 mots pour pouvoir dire le mot amour pour les différencier les uns des autres. Comme chez les Grecs, par exemple. Voilà. Rappelle-les-moi d'ailleurs en grec. Je l'avais mis dans l'encyclopédie, je ne me rappelle plus. Vas-y. Alors, je ne pourrais pas tous les faire, mais il y a philia. L'amour familial. Eros. L'amour érotique. Agapé. L'amour universel. Ouais. Syrgé, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas mal, dis donc, pour quelqu'un qui se rappelle pas. Parce que moi, je me rappelais plus du tout. Vas-y, bravo. Et encore. Je m'arrête là. Alexandre, tu es grand. On a dû déjà te le dire plusieurs fois. Mais c'est exactement ça. Les Grecs avaient compris que pour parler de cette chose aussi ambitieuse, un seul mot suffisait pas. Mais d'ailleurs, dans ton livre La valse des âmes, on retrouve ces différentes formes d'amour, entre l'amour entre l'héroïne et sa mère, entre l'héroïne et son père, entre l'héroïne et sa famille d'âmes. Donc on est plongé dans ce mélange. Alors tu as mentionné à plusieurs reprises la méditation régressive qui joue un rôle important dans le livre, comme dans d'autres de tes ouvrages. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette technique fonctionne? Est-ce qu'elle marche à tous les coups? Ok. Tu l'utilises dans ton spectacle VIE? Alors, c'est une amie actrice belge qui m'a dit un jour, t'as pas envie de tester une régression dans une vie antérieure? L'hypnose, mettez le mot hypnose, maintenant moi je mets le mot méditation, mais en fait c'est pareil. J'ai dit si, parce que dès qu'on me propose de faire des trucs bizarres qui sortent de l'ordinaire, en général, je vais voir pour me faire une idée. La curiosité est peut-être la base de tout mon comportement. Je suis curieux de toute forme de nouveauté. Et là, je me suis retrouvé avec un monsieur qui s'appelait Philippe Leroux, qui était le batteur de Bernard Lavilliers, qui m'a dit de m'étendre sur ce canapé et de fermer les yeux. Et il m'a dit, fais un souhait de la vie que tu veux visiter. Donc, c'était ma vie où j'ai connu la plus grande histoire d'amour, ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, j'ai vécu un film donc en Atlantide qui a duré 1 heure dans ma tête. Je dis un film parce que ça a duré 1 heure qui est à peu près le temps d'un film. Et ce que j'ai vécu était tellement chouette, était tellement fort, tellement puissant que j'ai eu qu'une idée. J'ai envie d'offrir aux autres ce qu'on vient de m'offrir. Et j'ai commencé, après avoir noté tout ce que j'avais vécu en Atlantide, qui m'a servi à faire la boîte de Pandore, j'ai commencé à le proposer à mes amis. Je leur dis, si vous voulez, je vais vous faire la même chose que ce qu'on m'a fait. Et j'ai vu que tout le monde adorait ça. Et que souvent ça marchait et qui sortaient des récits. Alors après, quand on m'a proposé de faire des spectacles de one-man show, où je racontais ma vie, j'ai progressivement dit, je vais vous faire une petite expérience. Et ça donnait un truc qui s'appelait Histoire extraordinaire, expérience amusante. Et je leur proposais ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, même moi, ce qui m'amuse, c'est de les voir les yeux fermés, en train d'ouvrir la porte de leur vie antérieure et de revivre ça, et après qu'ils racontent. Et là, le spectacle a doucement évolué. Ça démarre en 2016. À partir de 2018, c'est Mathias Malzieu qui m'a dit, tu devrais mettre une harpiste, donc une harpiste qui m'a accompagné. Oui. Et maintenant, à force de le faire, j'ai amélioré encore la technique. Et quand je vois toute la salle, quand au Sébastopol, il y avait 1200 personnes, les yeux fermés, et que je leur dis, voilà, vous ouvrez la porte et vous retrouvez dans votre vie antérieure, et maintenant vivez l'histoire à fond. Et je vois qu'ils sont tous comme ça, comme s'ils rêvaient, avec les paupières qui bougent, enfin les yeux qui bougent sous les paupières. Et je me dis, waouh, je les ai envoyés, comme je les ai envoyés en voyage au fond d'eux-mêmes. Et là, ils sont en train de découvrir un film. Et après, en fait, la seule chose qui arrête, c'est les gens qui se disent, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la chose qui, en fait, que ce soit vrai ou pas vrai, on s'en fout. Ce qui est important, c'est, est-ce que vous vivez le truc ou vous le vivez pas? C'est comme si on disait, avant de plonger dans l'eau, est-ce qu'on va flotter ou est-ce qu'on va se noyer? Du coup, on plonge pas, dans le doute, et on fait rien.
Et l'autre expérience, ça se dit, ok, je ne sais pas ce qui va se passer, je plonge dans l'eau et je verrai bien. Et ceux qui acceptent cette idée de prendre le risque de faire quelque chose de nouveau qu'ils ne peuvent pas expliquer et sur lequel il n'y a pas besoin d'avoir une croyance, en général, ça fait 70% de la salle, ils se régalent. Tu nous invites à vivre l'expérience plutôt qu'à y croire. Oui. Le mot croyance, il me semble un mot qui a fait beaucoup de dégâts, et le mot expérimenté me semble un mot qui a fait beaucoup de bien. Comment dire ? Là, récemment, j'ai fait l'expérience de faire du parachutisme. Et bien, au moment où je me jette dans le vide, je me dis, bon, normalement, vu la hauteur, vu le sol, vu toutes les lois de la gravité, un corps n'est pas fait pour plonger d'aussi haut d'un avion vers le sol. Ben, je le fais quand même pour savoir. Je l'ai fait. Si je suis là, c'est que j'ai survécu à l'expérience. Mais au moins, j'ai appris quelque chose. Mais je ne crois pas qu'on peut être un bon écrivain si on reste enfermé dans sa tour d'ivoire et qu'on veut tout sortir de son imagination. Il y a un moment, il faut faire une expérience de régression à la vie antérieure. Il faut sauter en parachute. Il faut faire de la plongée sous-marine. Il faut voyager dans le monde entier. Il faut aimer. Il faut fabriquer des choses, des objets avec ses mains, pas que acheter des produits dans les supermarchés. Il faut faire la cuisine. Il faut aimer, chercher sa famille d'âme et l'aimer, chercher son âme sœur et l'aimer. Mais justement, et toutes ces choses-là, c'est ça le grand intérêt de cette expérience d'être incarné de nos jours. Mais justement, sur la famille d'âme et l'âme sœur, tu as mentionné ton spectacle et tu as mentionné cette harpiste avec laquelle tu collabores. Et moi, je vous ai vu ensemble parce que j'ai assisté au spectacle. Tu es venu ? Je suis venu. Est-ce qu'elle est... Tu n'avais pas signalé ou tu es venu me voir après ? Je suis venu te voir après, on avait discuté, mais il y avait beaucoup de monde. Mais je ne suis pas du tout physionomiste, ne m'en veux pas. Et est-ce qu'elle fait partie de ta famille d'âme, cette harpiste ? Ah ! Est-ce qu'elle est ton âme sœur ? Je te dirais à ce stade, j'en sais rien. Je ne vais pas te répondre oui pour... on se connaît depuis maintenant 6 ans, et je crois qu'on ne se connaît pas complètement. Ce que je sais, c'est qu'au début, je ne savais pas trop comment l'intégrer au spectacle, et que plus ça va, plus elle fait vraiment partie du spectacle. Et je sais que c'est grâce à sa harpe et à sa voix que l'effet de réussite de plonger dans la vie intérieure est plus puissant. Mais donc, quand tu es venu, est-ce que sur toi ça a marché ? Oui. C'est vrai ? J'étais une princesse en Iran. Qui dansait dans un palais vide. Même si c'est mon interview, est-ce que je peux te poser la question, est-ce que tu veux raconter d'abord le numéro de la porte ? D'abord, qu'est-ce que tu avais fait comme souhait de porte à ouvrir ? J'avais demandé d'ouvrir la porte où j'avais vécu ma vie artistique la plus épanouie. Très bien. Quelle porte s'est éclairée ? Je ne me souviens plus du numéro de la porte. Et là, tu te retrouves dans la peau d'une femme ? Dans un palais vide, en Iran, au 10e, 11e, 12e siècle. D'accord. Et il se passe quoi ? Je danse et je répète un numéro que je vais jouer le lendemain ou le surlendemain au cours d'un spectacle. Et je répète de nuit et je vois un ciel rempli d'étoiles comme dans Aladdin. D'accord. Et après ? Et c'est magnifique. C'est arrêté. De toute façon, ça dure à peu près, propose que 10 minutes. Qu'est-ce que tu as ramené comme objet souvenir ? J'ai ramené les chaussures de danse, enfin les chaussures, je n'ai plus le terme. Les ballerines exactement. Et ils étaient comment ? Noirs, assez abîmés, mais je sentais que j'avais un lien très particulier avec et que je voulais les garder le plus longtemps possible. D'accord. Mais tu n'y es pas allé jusqu'à jouer le spectacle ? Non, et justement, j'ai gardé de cette expérience l'épanouissement de la répétition, l'épanouissement dans l'entraînement, plus que dans l'objectif de la représentation. Génial. Et c'est quelque chose avec lequel je navigue dans ma vie. Ça veut dire que tu as su profiter de l'expérience. Ah, c'est chouette. J'adore quand les gens me racontent, quand je sens que c'est authentique, les gens sont eux-mêmes surpris de ce qu'ils découvrent. Et je vois cet étonnement dans ton regard, je ne sais pas si on l'a à la caméra, mais ça montre que c'est authentique. Et chaque fois, les récits, je me dis, mais les gens, ils ne se rendent pas compte, ils débarquent dans un film, mais c'est eux, c'est réellement eux qui ont vécu ça. Je me rappelle, j'étais à la Gaîté, à un moment, il y a une mamie qui lève la main, je dis, bon, qui c'est qui veut le raconter ?
En général, c'est entre 70 et 80% de gens sur lesquels ça marche. Mais vu qu'ils viennent déjà pour ça, ça explique ce taux de réussite. Et elle lève la main et puis je lui dis, bon, alors qu'est-ce que vous avez fait comme souhait? J'ai souhaité la vie où j'ai fait du bien aux autres. Il fait, bon, vous êtes tombé sur quoi? Elle me dit, donc c'est une mamie, elle doit avoir 80 ans. Hein. Elle dit, je me suis vue en Angleterre et j'étais une femme assez âgée. Et il pleuvait, il y avait les pavés qui étaient luisants, et il y avait des enfants autour, et je savais que c'était des orphelins. Je fais, ah bon, vous étiez une association caritative, vous aidez les orphelins? Il fait, non, pas vraiment, je les engueulais parce que c'est des pickpockets, et ils ramenaient pas assez d'argent. Et au moment où elle sort ça, c'était tellement... j'avais proposé la voie de... Attendez, vous occupiez d'orphelins et tout. Non, c'est des petits voleurs et il faut aller cramer leur fric et sinon, je les engueulais. Et c'était tellement décalé. Mais oui, c'est ça le réel. Le réel, c'est dans le passé, il n'y a pas Mère Teresa. Il y a des gens qui utilisent d'autres gens pour faire des vols pickpocket dans les rues de Londres. Voilà. En tout cas, on faut renvoyer les auditeurs vers l'épisode 232 de Métamorphose, intitulé Bernard Werber, la prophétie des abeilles, où tu parles justement en détail de cette technique d'hypnose régressive. Dans la valse des âmes, l'hypnose régressive, c'est aussi un moyen de comprendre notre passé collectif et pas, c'est pas uniquement une expérience intérieure. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, ce qui m'intéresse depuis le début, c'est comment on en est arrivé là, ici et maintenant, dans tout ce qui va bien et dans tout ce qui ne va pas. Je regarde, c'est peut-être une déformation de mon premier livre, je regarde l'humanité comme un troupeau de fourmis qui avance et ou un troupeau de moutons, enfin une sorte une foule qui avance dans l'histoire, qui évolue, qui change comme dans un dessin animé, qui change de vêtements, qui change d'outils, qui change d'armes. Et j'essaie de comprendre où ils vont et comment ils vont pouvoir aller dans la bonne direction et comment leur éviter d'aller dans la mauvaise. Mais ça, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis très longtemps. Et tout ça, cette problématique a été récupérée par les politiciens. Donc, dès le moment où on vous dit le troupeau avance, on dit, ah bon, c'est une vision de gauche, c'est une vision de droite. Et moi, je m'en fous. Ce que je regarde, c'est est-ce qu'ils vont survivre? Et est-ce qu'ils vont laisser une planète viable pour les prochaines générations? Ou est-ce que, au nom de principes, de religion, de dogmatisme politique, ils vont juste aller au suicide? Ce qui est l'une des tendances que l'on voit actuellement. Et ta question, c'était? Comment l'hypnose régressive peut nous permettre de comprendre... Voilà, le collectif. Le collectif. Et donc, quand je fais l'hypnose collective, je tombe dans de l'individuel, évidemment. Mais vu qu'il y a plusieurs vies, je peux faire des recoupements d'une vie à l'autre pour comprendre comment certains événements ont été initiés. Donc là, l'élément fort de la danse, de la valse des âmes, c'est l'écriture. C'est-à-dire, je regarde en quoi l'écriture a changé la direction du troupeau, a changé la prise de conscience du troupeau humain, et comment l'écriture a amené les bibliothèques qui deviennent une sorte de temple du savoir, et comment et l'écriture et les bibliothèques ont été attaquées par des forces d'obscurantisme depuis la préhistoire. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des gens qui veulent qu'on se souvienne de la vérité, d'autres gens qui veulent la déformer ou qu'on se souvienne de mensonges. D'un côté, il y a des gens qui veulent qu'on diffuse les connaissances et d'autres qui considèrent que les connaissances doivent rester à un petit groupe et que si tout le monde commence à savoir, les gens vont être moins facilement manipulables et moins faciles à mettre en esclavage. Oui, tu rappelles dans le livre que les historiens de chaque époque peuvent déformer les faits en créant pour ça. Une sorte d'amnésie collective. Alors non, il faut bien voir une chose, c'est qui les historiens? Les historiens, c'est des gens qui étaient payés par les gouvernants pour raconter une version de l'histoire qui convienne à ces fameux gouvernants. Point. À partir de là, il n'y avait pas d'historien qui fait un livre, qui va devenir un best-seller, qui va lui permettre de gagner sa vie. D'accord? Il n'y a pas de Michelet à l'époque d'Hérodote. Hérodote, c'est l'Antiquité. Donc, à partir de là, tous les gens qui racontaient les événements étaient payés, parce qu'il y a un moment où il faut manger et avoir un logement, et ils étaient payés pour raconter une certaine version de l'histoire. Et nous, quand on arrive, on dit, tiens, il y a un texte qui raconte ça. Et ce texte raconte ça parce que le type a été payé pour raconter ça.
Jeanne d'Arc, par exemple, ça a été remis en valeur par les historiens en 1870 parce qu'il fallait repousser les Allemands de la guerre de 70. Il y a toutes sortes de personnages qui sont oubliés dans l'histoire et puis tout d'un coup qui réapparaissent parce qu'ils servent. Et c'est ça que je voulais vous dire. Attendez, si on vous apprend certains éléments et pas d'autres, surtout les rois de France, qui c'est qui a choisi ceux qui étaient intéressants? En gros, on a Henri IV, on a François Ier, Louis XI, Louis XIV, Louis XVI, voilà, à peu près. Après, s'il y a Henri IV, il y a Henri III, Henri II, Henri Ier. S'il y a Louis XIV, il y a eu Louis I, Louis II, Louis III. Et tous ces gens, pourquoi ils n'ont pas été choisis? Ils n'ont pas été choisis parce qu'ils ne participent pas au scénario que voulait donner un historien comme Michelet. Michelet étant, je crois, républicain, et qu'il y avait un conflit entre les monarchistes et les républicains, il voulait faire passer à travers son analyse de l'histoire un discours que le système républicain était le plus fort. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, ce n'est pas objectif. Et c'est ça que mon héroïne, Eugénie Toledano, étant étudiante en histoire, son père René Toledano étant prof d'histoire à la Sorbonne, ils sont des gens qui se posent des questions sur, ok, ça c'est la version officielle ou la version écrite, mais est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé? Je crois que c'est dans la prophétie des abeilles ou dans la boîte de Pandore, je rappelle 1515 Marignan, qui est la date la plus emblématique qu'on apprend dans l'histoire de France, est une date qui correspond à rien d'intéressant, puisque c'était des Français qui luttaient en Italie contre des soldats suisses. Je crois que tu es en Suisse aussi, donc peut-être que vous êtes à côté, au courant. En Savoie. En Savoie, vous êtes au courant de cet événement. Et cette bataille était sur le point d'être perdue par les Français, lorsque soudain les Vénitiens, qui détestaient les Italiens, donc de Milan et Turin, qui avaient engagé ces fameux Suisses, sont arrivés, et c'est eux qui ont gagné l'histoire. Mais seulement, au final, ils se sont dit, c'est nous les Français, on est allés là, on a eu une bataille, et la bataille a été gagnée. Ils n'ont pas précisé, pas par nous, mais par les autres, et la réputation de 1515 Marignan a créé François Ier. Mais tout est comme ça dans l'histoire. C'est-à-dire, on vous sert ces éléments-là parce que on veut vous mettre une idée dans la tête. Mais dans la réalité, il faudrait dire bravo les Vénitiens. Il ne faut pas dire bravo. Et vous savez pourquoi on a failli perdre 1515 Marignan? Parce qu'il faisait du brouillard, que ça se passait dans la neige, et qu'à un moment, les troupes françaises n'ont pas trouvé les troupes suisses, mais ont trouvé un groupe de Français qu'ils ont pris pour des Suisses. Et donc, les troupes françaises luttaient contre d'autres troupes françaises. Et les Suisses, qui étaient dans la même situation, le même brouillard, n'ont pas trouvé les Français, et ils tapaient sur les Suisses aussi. Donc, on a deux armées qui, dans le brouillard, se sont perdues et s'entretuées elles-mêmes, sans se rencontrer. Et les Suisses ont fini par trouver les Français, c'est pour ça qu'ils étaient sur le point de gagner. Et c'est à ce moment-là, alors que tout le monde était épuisé, que sont arrivés les Vénitiens. Leçon, ne pas combattre quand il y a du brouillard. Oui, ni rouler sans les phares non plus. D'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir. Mais du coup, Bernard, face à cette difficulté à accéder à une vérité historique, est-ce qu'on n'est pas condamné à répéter les mêmes erreurs par méconnaissance, ou est-ce qu'il y a un espoir de briser le cycle? Alors, quand on s'intéresse à l'histoire, c'est mon cas, je suis vraiment un passionné j'écoute des podcasts sur l'histoire. Ça se sent en lisant tes livres, parce qu'il y a cette encyclopédie du savoir relatif et absolu où tu parsèmes des connaissances, des dates, des anecdotes. Oui, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'aperçoit que certaines choses qui se passent maintenant se sont déjà produites dans le passé avec d'autres personnages, dans d'autres contextes, mais au final, c'était le même enjeu. Et cet enjeu se résume, pour moi, à ces deux camps qui sont l'obscurantisme et les Lumières. L'obscurantisme, ça va être tout ce qu'on a vu comme fanatisme, par exemple le Moyen-Âge avec l'Inquisition. Donc ces gens qui réfléchissent pas, qui sont dans il faut répéter cette vérité, tous ceux qui répètent pas cette vérité, on faut les tuer. Et après arrive le siècle 1500, arrive la Renaissance où les gens se disent attends, retour à la nature, retour à l'Antiquité, Renaissance, et essayons de voir si la science n'apporte pas des réponses que la religion n'arrive plus à apporter. Et ce choc entre l'obscurantisme et les Lumières, il est permanent. Quand on voit en Afghanistan qu'on interdit aux filles d'aller à l'école et qu'on leur impose une vision dogmatique du monde,
basé sur, en plus, des choses scientifiquement fausses, on comprend que c'est pas du tout gagné. Et je pense que dans le monde entier, il y a plus de gens qui reçoivent de la part de leur propre gouvernement des informations fausses que des informations vraies. Déjà, petit rappel, au cas où les gens oublient, on est à peu près 197 pays dans le monde. Il n'y en a que 30 qui sont des démocraties. Il n'y a que 30 dans lesquelles les femmes et les hommes ont le droit, un accès au système scolaire. Et ils ont le droit aussi à une presse libre. Dans tous les autres endroits, c'est le gouvernement qui vous balance ces vérités que vous devez répéter à l'école et apprendre par cœur. On n'est pas sorti de là. On a l'impression que notre siècle moderne, parce que nous on est en France, on a de la chance, on fait partie de ces démocraties, mais que on sait que la Terre est ronde, que l'univers est en expansion, que l'homme descend du singe, mais pas du tout. Il y a plein de pays dans lesquels on raconte d'autres choses. Et puis maintenant, il y a la montée des platistes qui est révélatrice de... il y a des gens qui disent quelque chose de faux et ça a beaucoup de succès. Et on peut dire aussi que l'univers a été créé par Dieu et ça devient à ceux qui contredisent ça de prouver que ça n'a pas été créé par Dieu. Donc tout est inversé et la lutte pour... la lumière, l'intelligence, l'honnêteté intellectuelle n'est pas du tout gagnée. Et chaque jour qui passe, en écoutant les actualités, on a l'impression que le bon sens et la vérité se réduisent. La zone d'influence de la vérité se réduit pour être envahie par toutes sortes de mensonges qui conviennent à tout le monde ou qui conviennent souvent à des dictateurs fanatiques et dans lesquels les gens se reconnaissent malgré tout. Platistes, personnes qui sont convaincues que la Terre est plate. Voilà. On entend ta passion pour la science. Tu es un ancien journaliste scientifique. Ouais. Ce qui ne t'empêche pas d'avoir un intérêt très poussé pour les spiritualités, la technique de l'hypnose régressive. Comment arrives-tu à jongler entre ces différentes disciplines ? On a souvent l'impression qu'elles sont opposées en France. Alors, c'est vrai que je me rappelle quand j'étais en troisième, on m'avait dit il y a section scientifique, section littéraire. Ça veut dire soit tu vas être un matheux, soit tu vas être un poète. Mais t'as pas le choix. Et je me suis tout de suite dit, mais attends, les deux systèmes sont compatibles. On peut s'intéresser à la science et à la poésie. On peut s'intéresser aux chiffres et aux lettres. Pourquoi nous envoyer sur cette séparation ? Sachant que les scientifiques considéraient que les autres, c'est des mauvais élèves, ils sont même pas bons en maths, et que les littéraires considéraient que les autres sont matérialistes et n'ont aucune capacité à avoir une vision artistique, puisque la science, on l'oppose à l'art. Et moi, j'ai fait une section littéraire, tout en étant passionné de science. Et quand je suis arrivé comme journaliste, j'étais dans un club d'astronomie, j'avais fabriqué mon propre télescope, je faisais des bricolages en électronique. C'est-à-dire, pour moi, la science, je reviens toujours à cette idée, c'était pas que lire des livres, c'était de l'expérimentation. Et j'ai vu que les deux domaines étaient séparés. Dans mon école de journalisme, j'étais le seul à m'intéresser à la science. Du coup, quand je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai trouvé très facilement du boulot parce qu'on recherchait plein de journalistes scientifiques, il n'y en avait pas. Et les journalistes scientifiques, c'était des scientifiques ratés qui faisaient ça de manière honteuse, dans le style, tant pis, vu qu'on a, comme scientifique, on est raté, tant pis, on est journaliste scientifique. Alors que pour moi, journaliste scientifique, c'est l'emplacement où on est à passerelle entre les mots et les chiffres. Et la passerelle qui doit donner envie aux gens des lettres de s'intéresser au monde de la science et aux gens scientifiques de s'intéresser au monde des lettres. Mais cette passerelle, en fait, elle agace les deux camps. Les scientifiques, ayant toujours du mépris pour le littéraire, considèrent que, les autres, de toute façon, ils sont là en train de se gargariser avec des jolies phrases, mais ça sert à rien. Et les deux camps ont continué tout le temps de se mépriser. Et je vais pousser un peu l'image avec celle du cerveau gauche et du cerveau droit. On a un cerveau gauche qui est sérieux, matheux, et un cerveau droit qui est littéraire, qui aime les rêves et les expériences. Et nous avons deux hémisphères. Donc, si on a deux hémisphères, ça veut dire que notre esprit a besoin des deux systèmes. Et il faut créer des passerelles. Il y a un corps calleux qui est au milieu, qui est la zone qui fait passerelle. Et c'est là d'ailleurs que se trouve la zone du plaisir. C'est peut-être pas un hasard. Et il est très important de donner envie aux littéraires de s'intéresser à la science et aux scientifiques de s'intéresser aux sciences.
je me rappelle quand j'étais au Nouvel Observateur, j'avais rencontré, au moment où je me suis fait licencier, Jean Daniel, qui m'avait dit je m'excuse, mais je ne lis jamais la science parce que la science, c'est pas mon truc. Moi, c'est que le cinéma et la politique. Et j'ai dit, mais vous savez que on n'était que 2 à faire la science. Vous savez que moi et mon collègue, on fait pratiquement 5 couvertures sur 10, la moitié des couvertures, plutôt 4 couvertures sur 10, parce qu'il y a eu l'immobilier qui est arrivé après, et les grandes fortunes. 4 couvertures sur 10, parce qu'on faisait le mal au dos, on faisait la sexualité des Français, on a fait les régimes de l'été, tout ça c'était de la science. Hein. Il m'a dit oui, mais je saute tous ces passages. C'est-à-dire comment on peut être directeur d'un journal et ne pas lire ces pages science, parce qu'on a une sorte de préjugé que c'est pas de votre truc. Mais il n'y avait pas que Jean Daniel, il y avait plein de journalistes, y compris des grands reporters de guerre, qui me disaient « Ah non, moi la science, ça m'intéresse pas ». Et quand la science, ça m'intéresse pas, ça veut dire que vous essayez même pas de comprendre comment marche votre réfrigérateur, vous essayez pas de comprendre quand vous levez la tête vers le ciel, est-ce que ce sont des étoiles, des planètes ou des constellations. C'est-à-dire ce manque de curiosité, ça me sidère. Moi, je considère que la plus grande qualité d'un être humain, c'est la curiosité. La curiosité entraîne l'intelligence entraîne la tolérance entraîne le bonheur. C'est à peu près cet ordre-là. Et la science ne nous permet-elle pas d'avoir une curiosité réfléchie et aussi peut-être prudente? On sait que dans l'univers du développement personnel, des spiritualités, il peut y avoir des dérives. Et peut-être que la science peut nous permettre de pondérer, questionner, mettre en perspective. Moi, je pars du principe que je ne crois que ce que je vois ou que j'expérimente. Ça peut pas être surprenant après qu'on ait parlé des réincarnations, mais je pars du principe, d'abord le doute, et après, au fur et à mesure qu'en expérimentant, je perçois par mes sens une réponse à la question qui est posée, je ne peux pas dire je ne la vois pas. Mais sur le fait qu'il y ait des extraterrestres, je n'ai pas eu de preuve, donc je vous dis, je suis par la croyance, donc pour moi, pour l'instant, il n'y a pas d'extraterrestres. Pour ce qui est de Dieu, pour l'instant, c'est de la croyance. Je n'ai pas vu une sorte de grand monsieur barbu à l'horizon qui arrive et qui nous surveille de haut avec une loupe et qui surveille ceux qui se comportent bien pour les mettre au paradis, ceux qui se comportent mal pour les mettre en enfer. Donc, pour moi, ça, c'est juste de la croyance. Par contre, j'ai vu que tout ce qui vit est connecté. J'ai vu que des arbres, quand on se blesse à côté d'un arbre, qu'on met un galvanomètre dans un détecteur d'électricité sur l'écorce, il y a un changement, il y a un petit saut dans la courbe de vie, de respiration de l'arbre. Donc ça veut dire que l'arbre qui n'a pas d'yeux, qui n'a pas d'oreilles, pas de main, ni rien, a perçu le fait que je me suis coupé la main, ou qu'il y a des cellules qui sont mortes à côté de lui. Ça, c'est de la science. Comment s'appelle ce phénomène, s'il a un nom? Ah non, c'est des gens qui étudient, vous faites sur YouTube perception des arbres, vous verrez. Mais même, alors, l'expérience que j'avais vue, je crois que c'était sur Arte, on voyait donc quelqu'un qui se blessait à côté d'un arbre, on voyait que, enfin, à côté d'un végétal, le végétal changeait sa résistivité électrique, et à un moment, il a pris une branche avec une fleur, une rose, et il l'a plongée dans l'eau froide, là, je sais pas comment ça s'appelle, le truc carbonique, là. Vous voyez, qui va d'un coup le geler. Et alors là, ça a bondi. C'est-à-dire, l'arbre est plus réceptif, plus sensible à la destruction d'un autre végétal que d'un animal. Mais en tout cas, il le perçoit. Ça m'avait inspiré une histoire qui s'appelle L'ami silencieux, dans l'Arbre des possibles, dans lequel il y avait un arbre qui percevait, en fait, tout ce que faisaient les humains et qui pensait. Mais seulement, il n'a pas de bouche, donc il ne parle pas. Et les gens pensent que c'est comme un objet, que c'est inerte. Mais j'aime bien ces recherches là-dessus. On sait que tu adores ça. Et pour conclure, justement, on est impressionné dans ce dernier livre, La valse des âmes, et comme dans tous les autres, par le volume d'anecdotes, de faits scientifiques, philosophiques, de savoirs spirituels. Tu as mentionné la curiosité comme qualité première de l'être humain. D'où elle te vient, cette curiosité, Bernard, et comment est-ce que tu la maintiens au fil du temps? Comment rester curieux? Je crois qu'on est tous curieux naturellement. C'est-à-dire quand vous êtes accouché par votre maman, que vous commencez à sortir la tête, je vous fais l'enfant qui est en train de naître, le nouveau-né, le minimum c'est de se dire je suis arrivé où là? C'est déjà une première curiosité.
Ensuite, il y a, j'ai faim, il est où le nichon ou du lait ou quelque chose à manger. Donc, curiosité de savoir où se trouve le nichon ou le lait. Après, c'est quoi ces couleurs, c'est quoi ces gens qui bougent. Et après, ça va être, ils font du bruit avec leur bouche, qu'est-ce qu'ils racontent. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, je comprenais pas, très petit, je voyais le bruit que faisaient mes parents en parlant, mais je comprenais pas, je me disais, un jour, je comprendrai. Et j'avais cette pensée-là. Et ma mère jouait du piano, et je disais, ça, ce langage, je le comprends. Parce qu'il n'y a pas de parole, il n'y avait pas de parole. Et la curiosité, d'où vient la curiosité ? La vraie question, ça serait d'où vient l'absence de curiosité ? Pourquoi les gens ne sont pas curieux ? Et moi, je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas curieux, parce qu'on leur a dit c'est comme ça et puis c'est tout et ne discute pas. À un moment. Et ça peut être genre, la lune, elle est dans le ciel, c'est comme ça et puis c'est tout. Ou ça peut être, pourquoi ça bouge et pourquoi des fois il y a des quarts et tout. Et il y aura la lutte contre les forces de l'ombre, contre l'obscurantisme, contre les forces de la lumière. C'est aussi la lutte de ceux qui veulent savoir contre ceux qui veulent les empêcher de savoir. Donc la lutte de ceux qui sont curieux contre ceux qui leur disent fais comme tout le monde, tais-toi et commence pas à créer des problèmes. Bernard, est-ce que tu as une actualité à partager ? J'en ai plusieurs. J'en ai au moins 6. On va commencer par la première. Donc, si on est le 3 octobre, ça veut dire que déjà, La Valse des âmes est sortie en librairie, donc les gens ont pu le trouver. Il y a une version collector des fourmis, très jolie, qui est faite par Livre de Poche, qui va sortir avec des décorations partout, des couvertures épaisses et des trucs sur la tranche, qui va être marrante. Il y a le jeu Microïdes des fourmis, qui est un vrai film. C'est 200 personnes qui ont bossé dessus à La Rochelle et c'est sublime. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo qui se joue sur PlayStation et sur PC et sur Xbox. Et c'est l'équipe de Microïdes avec La Rochelle, avec Tower 5. Mais j'y suis allé hier et ce que j'ai vu, c'est époustouflant. Ils arrivent à avoir sur le même écran 15 000 individus qui bougent et qui ont tous leur intelligence artificielle particulière et qui réagissent comme des vrais. Et ils ont reproduit la forêt de Fontainebleau pour avoir la même histoire que dans les fourmis. Alors, donc j'ai dit La Valse des âmes, Albin Michel, le Livre de Poche avec la version collector des fourmis et avec Le Temps des chimères en poche, ça sort en même temps, tout ça sort en même temps. Après, le jeu Microïdes qui sort le 5 novembre, ça c'est pour bientôt. Après, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, 2e volume, qui est rouge, qui va sortir. Et enfin, et le truc le plus important pour moi actuellement, ce qui fait battre mon cœur, c'est l'expérience de VIE, donc de mon spectacle de voyage intérieur expérimental qui va avoir lieu le 23 octobre à l'Olympia, 2000 places. Pour l'instant, il doit rester encore une centaine de places. Et il me tarde d'amener 2000. J'ai jamais fait autant. Pour l'instant, mon maximum, c'est 1200 personnes à Sébastopol. Il me tarde de voir ce que ça va être 2000 personnes que j'amène à vivre l'expérience comme toi, tu t'es retrouvé en Iran. Danseuse, c'est ça. Danseuse, absolument. Danseuse en Iran avec des jolies ballerines. Il me tarde de voir tous les récits qu'on va obtenir parce qu'après j'interroge la salle, c'est très interactif. On fait plein de choses, on fait de la gym, on peut pas dormir. Moi, la plupart des spectacles, je m'endors. Je me suis dit, il faut que je fasse un spectacle, il est impossible de dormir. Voilà. Et il va y avoir en première partie Fabien Olicard qui m'a dit, vas-y, tente l'Olympia. Donc c'est ma limite. Ma nouvelle limite à franchir, mon nouveau plafond de verre. Et là, il me tarde de voir, d'abord déjà, est-ce qu'on va remplir entièrement la salle ? Et est-ce que tout le monde va arriver à décoller ? Et je l'ai fait chanter aussi, le moment pour créer un grand égrégore qui fasse vibrer les murs de la salle. Je confirme qu'on ne s'endort pas. Non, mais tu sais que la première fois que je fais le spectacle, j'ai demandé qui c'est qui a dormi ? Il y a 2 personnes qui avaient la main. Je dis, plus jamais ça. Il faut que je fasse mon truc. Alors du coup, on se lève, on sort. On se déshabille par moment, mais ils découvriront tout ça au spectacle. On n'est pas obligé de se déshabiller. On enlève les chaussures, en fait. Je dis ça, je me dis, putain, je vais effrayer tout le monde. Non, c'est un gag. Attends, est-ce qu'il y a encore autre chose ? Je dois oublier quelque chose. Oui, après, je fais une tournée. J'ai fait une tournée dans toute la France. Et c'est pas mal. C'est pas mal, oui. J'espère qu'il n'y aura pas la guerre d'ici là, parce que tout ce qui se passe ne va pas embraser le monde.
parce que justement, il y a toujours cette menace des forces de l'obscurantisme. Et j'espère que ce que je fais va donner aux gens envie de réfléchir différemment, et sur l'histoire, et sur ce qui se passe en politique, et aussi sur comment nous pourrions bâtir un monde meilleur pour nos enfants, parce que c'est quand même ça l'objectif. C'est de laisser une planète viable, et une planète viable non seulement pour les humains, mais pour toutes les formes de vie. Tout à l'heure, je vous disais que les plantes perçoivent la destruction des cellules. Ça veut dire que tout est connecté à cette énergie de vie. En hébreu, on appelle ça roar. Chez les Chinois, ils appellent ça le qi, ou le chi, c'est dans le tai chi chuan. Chez les Indiens, on appelle ça le prana. Et s'il y a une spiritualité dans laquelle je crois, c'est qu'il y a une énergie de vie. Dans la guerre des étoiles, on appelle ça la force, mais la force, c'est même pas ça, c'est la vie. Et la vie, c'est la plus grande magie qu'il y a sur cette planète. Et là, il y a des forces pour détruire la vie. Et ces forces pour détruire la vie, de manière étonnante, elles créent de l'enthousiasme. Ce même enthousiasme guerrier qu'il y avait avant, de « allons-y, tuons des gens, détruisons des lacs, des forêts et tout ». Une sorte de griserie dans l'autodestruction. Et déjà, il faut en prendre conscience. Et ensuite, il faut proposer des solutions. Et ce que j'essaie de faire à travers mes livres, à travers les jeux, à travers le spectacle, c'est « OK ». On va arrêter la machine à destruction, on va réfléchir comment on peut arranger le monde pour laisser une planète viable. Et il y a réellement des gens qui participent à la destruction de la planète. Et il faut déjà être conscient de ça et réfléchir comment on peut calmer le jeu et peut-être préparer un monde meilleur pour les prochaines générations. Merci pour ton travail, Bernard. Merci Alexandre. Et merci infiniment d'être revenu aujourd'hui dans Métamorphose. On peut retrouver en librairie ton livre La valse des âmes, publié aux éditions Albin Michel. Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver les précédents passages de Bernard sur le site métamorphosepodcast.com ou via la chaîne YouTube Métamorphose. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci. Merci à toi. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.